Il est euh, assez fascinant d'imaginer la scène, en fait. Mhm. Prenons un petit village népalais, genre Kimtang, accroché à flanc de montagne. Les gens y vivent normalement, et le sol sous leurs pieds semble d'une solidité à toute épreuve. Complètement immuable. Voilà. Bon, il y a bien quelques fissures sur des escaliers en béton, peut-être un arbre un peu tordu, mais rien qui ne crie au désastre immédiat, quoi. Ouais, rien de visible à l'œil nu. Et pourtant, à des milliers de kilomètres de là, une intelligence artificielle avale des données brutes, calcule des probabilités et finit par dessiner une énorme cible rouge directement sous ces maisons. C'est glaçant. Le sol est littéralement en train de céder, mais à une vitesse indétectable. Pendant des décennies, l'approche face à ces forces géologiques a été, disons, tragiquement simple. La montagne s'effondre, on compte les pertes, on déblaye. Ouais, un cycle purement réactif, en fait. Et ça coûte des milliards à l'économie mondiale aujourd'hui. C'est clair. Mais notre analyse d'aujourd'hui montre qu'on vient de franchir un point de bascule technologique stupéfiant. Un vrai changement de paradigme, oui. Ça redéfinit notre relation avec la croûte terrestre elle-même. Absolument. L'intelligence artificielle transforme la Terre entière en un gigantesque ensemble de données prédictives. On ne réagit plus, on anticipe au millimètre près. Et le but de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de regarder ça de très près, de sortir l'IA des centres de données climatisés pour l'amener sur les parois rocheuses, là où c'est imprévisible. Là où la nature reprend ses droits. Exactement. Nos sources, notamment le rapport AI Revolutionizing Landslide and Avalanche Prediction et une grande enquête de la BBC de 2026, nous permettent de mener une véritable autopsie géospatiale. C'est l'histoire de la friction de la réalité physique. D'accord, décortiquons tout cela. Allons-y. Comment, techniquement, on arrive à rendre l'invisible visible, au point de voir une montagne bouger avant l'effondrement? Le premier obstacle, ça a toujours été notre dépendance à la lumière. L'optique classique depuis l'espace a un défaut fatal. Les nuages. Exactement. Une caméra a besoin d'un ciel dégagé, or la plupart des glissements de terrain arrivent pendant ou juste après des tempêtes extrêmes. Donc si une mousson couvre la zone, on est complètement aveugle. C'est ça, la rupture se fait dans l'obscurité totale. La solution, c'est de changer d'onde avec le radar à synthèse d'ouverture, le fameux SAR, et surtout l'interférométrie, l'INSAR. C'est radicalement différent d'une photo classique, non? Complètement. Le satellite européen Sentinel-1 ne regarde pas passivement. Il bombarde activement la Terre avec environ 2000 impulsions radar chaque seconde. 2000 par seconde? Waouh! Et ces micro-ondes traversent tout, les nuages, la pluie, la nuit. Elles frappent le sol et rebondissent. L'INSAR compare ensuite le temps de retour exact de cette onde lors de plusieurs passages du satellite. Ok, donc si le sol s'est soulevé, l'onde met moins de temps à revenir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on détecte des déformations au millimètre près. Ah, je bloque sur un point technique là. Allez-y. Mesurer 1 millimètre sur une piste d'atterrissage, ok. Mais une montagne, c'est le chaos en fait. Il y a la forêt, le vent, l'humidité. Le signal radar doit juste renvoyer un brouhaha total, non? C'est très juste. C'est ce qu'on appelle la faible cohérence interférométrique. Les arbres et la neige dispersent le signal. Donc comment on isole le mouvement de la roche dans tout ce bruit? Pendant longtemps, on ne le faisait pas. L'INSAR ne marchait bien que sur les déserts ou les villes. La vraie avancée algorithmique, c'est l'intégration de méthodes comme la SPMI. Minute, on s'emballe un peu avec les acronymes là. C'est vrai, pardon. Pour faire simple, cette méthode s'intègre dans une architecture appelée DS-INSAR. Avant, on cherchait des points parfaits, comme des rochers nus, et on ignorait le reste. On jetait la moitié des données, quoi. Exactement. La nouvelle approche, elle, prend tous les signaux faibles, le bruit des forêts, et utilise des calculs statistiques massifs pour en extraire des signaux stables. Et ça donne quoi, concrètement? Prenons le comté de Zhengxiang en Chine. Les chercheurs ont extrait 2,49 millions de points de mesure sur une zone de montagne super complexe. C'est énorme! C'est une densité 22 fois supérieure aux anciennes méthodes. Et avec ça, ils ont détecté plus de 94% des glissements de terrain très lents. En fait, c'est un peu comme passer d'une vieille télé en noir et blanc qui grésille à de la 4K. Soudain, chaque tension microscopique de la roche devient visible. C'est une excellente comparaison. Il est fascinant d'envisager les montagnes sous cet angle. On les voit comme des rochers immobiles. Mais à travers ce prisme de millions de points, ça semble plutôt à des danseurs exécutant une chorégraphie millimétrée au ralenti. Ah oui, c'est très visuel. L'œil nu voit une pose figée, mais l'IA perçoit la tension dans chaque muscle avant que tout ne s'effondre. Ce qui est fascinant ici, c'est la complexité monumentale pour analyser cette fameuse chorégraphie. 3 millions de points, ça crée un tsunami de données.
Un humain avec un fichier Excel ne peut rien y faire. Totalement impossible. D'où les modèles d'apprentissage profond hybride qui combinent des réseaux ResNet et des Transformers. Là encore, il faut démystifier un peu. Un réseau comme ResNet, son fort, c'est l'espace. Il regarde une image radar à l'instant T pour trouver des anomalies, comme repérer une fissure sur un mur, quoi. Tout à fait. Mais une photo ne dit pas à quelle vitesse la fissure s'agrandit, et c'est là que le Transformer intervient. Le même type d'IA que pour le texte. Exactement. Le Transformer gère la dimension temporelle. Il analyse l'évolution de la déformation sur des mois pour modéliser la chronologie. L'autopsie géospatiale du glissement d'Achuma au Pérou le prouve. Ah oui, ce cas clinique au Pérou est terrifiant. Les chercheurs ont carrément fait reculer l'horloge. Ils ont repris les données Sentinelle-1 sur 5 ans avant l'effondrement pour chercher le moment précis où tout a basculé. Et ils ont regardé le ratio de cohérence, c'est ça? Oui, entre la zone instable et les pentes autour. Et 3 mois avant la rupture fatale, ce ratio a brutalement chuté, de 0,8 à 0,19. L'algorithme voyait une courbe d'accélération mathématiquement parfaite. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire physiquement. Ce n'est pas juste un graphique, c'est la roche solide qui se broie de l'intérieur. La structure perd toute son intégrité, oui. L'IA a lu cette agonie interne 3 mois avant la chute du premier caillot. Mais bon, le satellite, ce n'est pas la seule option. L'intelligence artificielle écoute aussi les montagnes, non? Oui, avec l'IA acoustique. L'Institut suisse WSL enfouit des capteurs sismiques pour écouter la roche et la neige. Sauf que le vent ou un hélicoptère qui passe, ça doit déclencher de fausses alarmes tout le temps. C'était le problème historique. Les autorités finissaient par ignorer les alertes. Mais les Suisses ont utilisé un modèle directement inspiré des grands modèles de langage, les LLM. Attendez, un modèle linguistique pour prédire une avalanche. C'est super contre-intuitif. La montagne ne parle pas. Elle ne parle pas, mais elle émet des séquences. Un LLM ne comprend pas les mots. Il devine la suite logique d'une séquence. Ah, je vois. Ils ont entraîné l'IA sur des enregistrements sismiques depuis 1999. L'IA a appris la signature vibratoire exacte d'une avalanche et peut maintenant en détecter 90% en temps réel, en ignorant les hélicoptères. C'est brillant et ça laisse le temps de bloquer les routes en aval. D'ailleurs, quand on parle de tout ça, on dirait presque de la pure science fondamentale pour géologues passionnés. Alors que pas du tout. Exactement. La vraie raison pour laquelle des capitaux massifs pleuvent sur ce secteur, ça nous amène aux enjeux macroéconomiques. Cette technologie, c'est un bouclier financier stratégique majeur. Les chiffres sont ahurissants. En 2025, les coûts économiques directs liés aux catastrophes naturelles ont atteint 296 milliards de dollars. C'est colossal. Et le pire, c'est le déficit de protection. Sur ces 296 milliards, 167 milliards n'étaient pas du tout assurés. Une destruction pure et simple de capital, sans compter les 151 000 milliards d'investissements prévus dans les infrastructures mondiales d'ici 2050. Un glissement de terrain peut sectionner un réseau électrique en 1 seconde. C'est pour ça que la maintenance prédictive par IA explose. Dans l'industrie minière, 1 heure de temps d'arrêt coûte en moyenne 260 000 $. Donc déployer ces capteurs IA, c'est hyper rentable. Le retour sur investissement va de 10 pour 1 à 30 pour 1. Pouvoir anticiper la rupture d'une paroi rocheuse de quelques heures, ça permet de sauver des millions en machinerie lourde. Des géants comme Rio Tinto intègrent ça partout. Et ça va bien au-delà des pelleteuses. C'est une question de sécurité d'approvisionnement. Si l'accès à une mine de cuivre s'effondre, c'est toute l'industrie technologique occidentale qui bégaye. Même logique pour les transports nationaux. Le British Geological Survey a utilisé l'IA pour scanner 300 000 pentes au Royaume-Uni. Impossible à faire humainement. Absolument impossible. L'algorithme a trouvé 3000 pentes actives menaçant 14 000 km de routes et de voies ferrées. On peut donc renforcer les structures avant drame. C'est là que ça devient vraiment cynique d'un point de vue géopolitique. Si cette IA fait des miracles pour les conglomérats miniers ou les rails britanniques, il y a un problème. Un gros problème, oui. Est-ce qu'on est en train d'utiliser un miracle scientifique juste pour protéger des flux logistiques alors que des vies humaines passent au second plan? Si on regarde la situation globale, l'accès à cette vérité terrain demande une puissance de calcul phénoménale. Et cette puissance est très concentrée. Les fameux centres de données. Voilà. L'Inde génère 1/5 des données mondiales, mais ne possède que 3% de la capacité de calcul. Et toute l'Afrique, c'est moins de 1%.
Donc la géographie de la vulnérabilité se superpose au fossé numérique. Les pays du Sud global dépendent de satellites étrangers. Ce qui nous ramène au village de Kim Tang au Népal. Le cas de Kim Tang est cliniquement révélateur. L'IA a trouvé la faille, identifié le danger et a même désigné le lycée local comme point de rassemblement sûr. Sauf que, et c'est ça qui est glaçant, c'était un pur coup de chance. Le satellite européen avait juste le bon angle au bon moment. Une loterie orbitale? C'est ça. La survie d'un village dépend de la trajectoire aléatoire d'un satellite qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas un système de protection mondiale. Et cette loterie laisse des millions de gens dans l'angle mort. Comme l'a dit le scientifique en chef de Microsoft, la base d'un système d'alerte, ce n'est pas le capteur, c'est la carte. La carte de connectivité? Oui, 173 millions de personnes vivent dans des points froids, sans réseau mobile. Même avec une certitude de 100% sur un glissement imminent, l'alerte reste bloquée sur un serveur occidental. Mais il y a des solutions palliatives ingénieuses qui émergent, non? Je pense à cette initiative en Inde. Dans l'Himachal Pradesh, oui. Au lieu de jeter du temps de calcul radar exorbitant, ils ont mis des capteurs ultra low cost sur 60 sites dangereux. Juste des capteurs d'humidité du sol, c'est ça? Exactement. Et une IA locale, légère, apprend à corréler cette humidité avec les risques de rupture. Le système alerte avec 3 heures d'avance et 90% de précision. Donc, on peut créer un bouclier sans dépendre des infrastructures spatiales milliardaires. Et il y a aussi ce changement majeur dans l'apprentissage de l'IA, le non supervisé. C'est crucial. Avant, des experts humains devaient étiqueter manuellement des milliers d'images satellitaires pour montrer à la machine ce qu'est un éboulement. Un processus super lent et cher, surtout pour un pays qui n'a pas d'archives historiques de ces catastrophes. Aujourd'hui, les architectures génératives de diffusion s'affranchissent des humains. Elles ingèrent les flux bruts et apprennent seules la normalité géologique. Pour bien visualiser, c'est comme une vieille télé qui affiche de la neige statique. L'IA retire le bruit couche par couche jusqu'à ce que la structure du danger apparaisse. Elle comprend la physique toute seule, oui. On montre bien que l'IA n'est plus juste un générateur de texte. C'est devenu une véritable sentinelle numérique qui palpe les tensions millimétriques de la Terre. La conclusion incontournable, c'est que la Terre n'est plus statique. C'est une surface de risque dynamique hautement monétisable. Quiconque gère des routes ou de l'électricité dépend de cette géométrie invisible. Un renversement total de perspective. Et d'ailleurs, les sources se terminent sur un futur très proche qui pousse la réflexion vraiment très loin. Vers l'IA agentique, oui, l'agentic AI. Aujourd'hui, l'algorithme alerte un humain qui prend la décision. L'étape d'après, c'est l'autonomie totale. C'est-à-dire que l'IA décide toute seule? Ces agents auront l'autorité pour détecter le danger et déclencher eux-mêmes des ordres de maintenance ferroviaire ou pire, émettre des ordres d'évacuation massive sur les téléphones avec des sirènes sans validation humaine. Ah, ça donne le vertige. Sommes-nous politiquement prêts à déléguer la gestion de nos vies en temps de crise à un algorithme? Un algorithme qui réagit à des mouvements d'un millimètre qu'on ne verra jamais. La question est ouverte? La montagne danse au ralenti, la machine l'observe, et très bientôt, c'est elle qui décidera de couper la musique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que la vérité terrain est désormais numérique. À très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.